Assas Podcast. Question d'État, Olivier Beau. Je suis Olivier Beau, je suis professeur de droit public à l'université de Panthéon-Assas et je vais inaugurer cette série de podcasts de Paris 2 sur le thème de la Ve République. La raison est un peu évidente puisqu'on fête cette année les 65 ans de la Constitution de la Ve République. Pour ce faire, j'ai invité deux personnes qui sont particulièrement compétentes pour en parler. Un universitaire et un non-universitaire, un homme engagé dans la vie publique et aussi un décideur. L'universitaire, c'est le professeur Bruno Daugeron, qui est professeur de droit public à l'université de Paris-Cité. Et le non-universitaire, qui est le conseiller d'État, Guillaume Larrivé, qui est aussi un ancien député, que certains doivent connaître, puisqu'il a exercé donc la fonction de mandat, plus exactement de député. Je les ai invités aussi parce qu'ils ont écrit sur la Ve République. Bruno Daugeron vient de publier un livre important, un manuel de droit constitutionnel dans la prestigieuse collection Thémis aux presses universitaires de France, un livre qui, à mon avis, sera marquant. Quant à Guillaume Larrivé, il a écrit deux ouvrages que je tiens à citer, que j'ai lus avec intérêt, tous les deux. L'un qui s'appelle « Le coup d'État Macron, le prince contre la nation » aux éditions de l'Observatoire en 2018, qui est à la fois, je dirais, un essai, peut-être aussi un pamphlet. Et le deuxième ouvrage, « La révolution inachevée » chez le même éditeur en 2022. Livres tous les deux fort intéressants. Et je le signale aussi, c'est important, ce sont des essais écrits par un homme politique, un conseiller d'État, mais qui sont très nourris par une vraie culture de droit public et une culture constitutionnelle. Donc on va traiter de la question de la Ve République. On va pour ce faire essayer de comprendre comment elle est née, pourquoi elle est née, et puis aussi essayer de comprendre et d'écrire comment elle a évolué, ce qu'elle est devenue, pour enfin essayer de voir si elle mérite d'être réformée, c'est évidemment d'actualité, ou si elle mérite tout simplement d'être supprimée. Donc on va commencer tout de suite par, puisqu'on est à la radio, par un extrait d'un discours du général de Gaulle, discours fameux, qui est le discours du général de Gaulle devant la place de la République lorsqu'il a présenté la Constitution de 1958 en septembre 58. C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser, que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'Ancien Régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de faux se formait dans les profondeurs, il s'était montré hors d'état de s'adapter au monde nouveau. C'est alors que au milieu du drame national et de la guerre étrangère, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure. On va essayer de commenter cet extrait du discours du général de Gaulle qui ne porte pas spécifiquement sur la Constitution de 58, mais qui explique peut-être assez bien le fondement constitutionnel, selon le général de Gaulle, de cette Constitution. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette origine de la Ve, de ce discours du général de Gaulle, pour expliquer aux gens qui ne sont pas des spécialistes de droit constitutionnel, comment, en fait, a été pensée cette Constitution de 58 ? Lequel des deux voudrait commencer ? Le professeur de la voix. Écoutez, moi, ce qui me frappe dans cet extrait, d'abord, et ce n'est pas une question constitutionnelle, c'est la langue. C'est une langue magnifique, c'est une langue audacieuse qui remet la question constitutionnelle dans l'histoire, premièrement. Et là, je pense qu'il y a une rupture importante avec l'évolution des discours politiques. Deuxièmement,
la première chose que semble faire le général de Gaulle, c'est de vouloir s'inscrire dans la République. Il fait l'histoire de la République, finalement, dans ce discours. Et je pense qu'il le fait pour deux raisons. D'abord, la première, parce que il veut justement lui-même s'inscrire dans l'histoire, en étant dans la continuité constitutionnelle. Et je pense que, du point de vue constitutionnel, il veut aussi rassurer, comme il le fera à d'autres reprises, pour essayer de bien faire comprendre que la Ve République n'est pas une rupture autoritaire avec un régime qui ne fonctionnait pas, mais est bien l'accomplissement des promesses de la République. Et dans les promesses de la République, il doit y avoir une certaine stabilité et une certaine autorité. Et donc, il essaye d'expliquer par là que la République ne se réalisera pleinement que si elle est conforme à ces principes qui avaient été abandonnés par la 4e. Et ce n'est que dans un second temps qu'il va essayer d'expliquer, en quelque sorte, le montage constitutionnel, et le nouvel équilibre des pouvoirs auquel va conduire la Ve République. Mais d'abord, ce qui est frappant, c'est qu'il s'inscrit dans cette continuité, me semble-t-il, et qu'il entend apparaître comme un républicain. Guillaume Larrivée, vous voulez rajouter un commentaire sur ce texte? Je crois profondément que le moment gaullien, au fond, s'inscrit, c'est vrai, dans une continuité historique, comme vient de le dire le professeur Daugeron, mais qui est paradoxalement une continuité de rupture, j'ai presque envie de dire, je m'explique. Ce qui doit frapper, je pense, le citoyen, l'observateur, l'acteur engagé, c'est fondamentalement que la France se cherche tout le temps son régime politique. Depuis, au fond, 1789, la nation s'est faite à elle-même une promesse de liberté politique. Elle s'est reconnue comme une communauté politique et au fond, elle cherche le mode d'emploi, la règle du jeu, la règle institutionnelle, la règle constitutionnelle, et un peu comme ce personnage d'un film d'Eric Romer qui s'appelle La collectionneuse, Haydée, qui passe d'un homme à l'autre. La France s'est amourachée de différents régimes constitutionnels, de chartes. Voilà. On est profondément instable dans la recherche du régime. Et le général de Gaulle, il surgit en 58, au fond un peu comme une surprise heureuse de l'histoire, et il va essayer au fond de refonder l'État à la fois dans la continuité de l'histoire de France, mais il est en rupture évidemment avec non pas la liberté politique, mais au fond avec l'incapacité. Ce qu'il va essayer de faire, je crois, c'est réconcilier la liberté politique. Il est à certains égards lui-même l'incarnation de la France libre, et il veut restaurer, je crois que c'est votre collègue Georges Burdeau qui l'avait écrit, le pouvoir d'État. Il veut restaurer la capacité, voilà. Et il va essayer de construire ce régime dont on va dire tout à l'heure, j'imagine un peu les caractéristiques assez singulières, un régime qui à la fois veut concrétiser la liberté politique et veut restaurer le pouvoir d'État, quelque chose qui au fond doit fonctionner, doit produire du résultat. Alors évidemment, il le dit avec des mots qui peuvent nous paraître ceux d'une éloquence un peu datée, naturellement, mais à certains égards, c'est aussi très agréable de l'écouter, parce qu'on se dit que c'est au fond l'une des voix de l'histoire qu'on entend. Alors, il y a quand même une question qu'on peut se poser après avoir écouté cet extrait du discours du général de Gaulle, c'est s'il dit que la République doit demeurer, mais il n'empêche que la République change, puisqu'on passe de la 4e à la 5e. Donc la question qu'on peut se poser, fondamentalement, c'est finalement, qu'est-ce qui change de 58? En quoi la Constitution de 58 change par rapport à la Constitution de 46, celle de la 4e? Donc il y a bien une rupture, il y a continuité, mais il y a rupture. Et là, en fait, le discours de l'extrême ne permettait pas de juger cette rupture. Est-ce que vous pourriez expliquer toujours à les gens qui ne connaîtraient pas bien la Constitution de la 5e, en quoi consiste cette rupture entre de la 4e à la 5e? Alors, d'abord, première question qui est intéressante à se poser, c'est un collègue qui me l'a fait remarquer il y a pas très longtemps. La 5e République, finalement, n'a jamais été réellement proclamée. On change de constitution. Et le passage, si vous voulez, d'une république à l'autre, je ne sais pas s'il a été constitutionnellement acté. En tout cas, un collègue me faisait observer que ce n'était pas le cas. Mais si on prend les équilibres de la Constitution, dont on a ensuite considéré qu'il était un changement de république, je pense que c'est le rapport au pouvoir et la hiérarchie entre les pouvoirs qui changent complètement. Sous la 4e République, qu'avait-on? On avait un régime qui était essentiellement basé sur le Parlement.
et le Parlement, qui formait d'ailleurs une unité. L'Assemblée nationale était contenue uniquement dans ce qu'on appelait autrefois la Chambre des députés, et le Sénat, qui était une pièce maîtresse du parlementarisme français, lui, était considéré simplement comme un conseil de la République. Et donc, sous la 4ème République, on avait d'abord, le régime était d'abord constitué d'une assemblée, d'un parlement, et le pouvoir exécutif avait peine à trouver sa stabilité. Le président de la République était une autorité qui était certes importante, mais ce n'est pas lui qui était directement maître de la fonction gouvernementale, du choix gouvernemental. S'il pouvait nommer le président du Conseil, en réalité, il n'avait pas la maîtrise. Le président du Conseil était la créature du Parlement qui était lui-même divisé pour différentes raisons. Donc, le résultat de tout cela, c'est que c'est le Parlement qui commande, que le pouvoir exécutif, en particulier le pouvoir gouvernemental, est sujet aux changements, aux aléas, de sorte que aux aléas des volontés parlementaires, qui considèrent que le pouvoir exécutif est d'abord sa créature, il doit être fait pour faire ses volontés et pas l'inverse. Avec la constitution de la Ve République, on change complètement. Même si, je le dis tout de suite et on en reparlera sans doute, parler de la Ve République ou même de la constitution de la Ve République, c'est assez réducteur parce qu'on va voir tout au long de nos propos qu'il y a eu plusieurs Ve Républiques et plusieurs constitutions. Mais disons que l'équilibre de 1958, qui est plus modéré et plus complexe qu'on ne le présente rétrospectivement en imputant tout au général de Gaulle, alors qu'il y avait en réalité plusieurs parts, veut essayer, pour faire bref, de renverser la hiérarchie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le Parlement comme organe premier, on va considérer que l'organe premier, c'est le président de la République. Comme l'a dit très bien Guillaume Larrivé à l'instant, une des facettes de la Ve République et de la Constitution de 58 est d'essayer de restaurer un pouvoir stable, un pouvoir qui dure, un pouvoir qui est l'autorité. Et cette autorité ne peut venir que d'un homme, comme l'avait soutenu le général de Gaulle dans le discours de Bayeux, qui est le président de la République. Bon. Ensuite, deuxième changement, c'est que le deuxième organe du pouvoir exécutif lui-même également va monter en grade avec la création pour la première fois d'un gouvernement qui va porter ce nom et à qui on va attribuer une mission. Déterminer et conduire la politique de la nation comme si c'était quasiment une injonction. Et le dernier élément, c'est que le Parlement est ravalé à la 3e position avec des compétences qui sont encerclées et desquelles, en principe, on espère qu'il ne sortira pas. Voilà à peu près schématiquement brossé la nouveauté de la Constitution. Ah oui, Guillaume Larrivé peut peut-être compléter, voire modifier cette description de la rupture de la Constitution de la 5e. Il y a une rupture assurément avec la 4e, mais aussi au fond avec la 3e. Je suis très frappé par la parenté très forte entre la 3e et la 4e. La 3e et la 4e, c'est quoi? Fondamentalement, c'est un régime républicain qui se méfie du chef. Voilà, parce que avant la 3e et avant la 4e, il y a eu toute une succession de régimes qui ont été profondément marqués au fond par le refus du roi, le refus de la figure du roi, le refus de l'empereur, et la méfiance à l'endroit du pouvoir exécutif, la défiance à l'égard de celui qui pourrait incarner un pouvoir personnel tyrannique. Et au fond, la 3e comme la 4e organise l'impotence de la figure présidentielle, qui est presque un élément décoratif, même si on devrait nuancer en fonction des personnalités des uns et des autres. Enfin, grosso modo, c'est un système qui n'aime pas le pouvoir exécutif et qui, plus encore, n'aime pas le pouvoir exécutif personnel. Mais ce système-là, il est brisé par le choc de l'histoire. Et pour qu'il y ait De Gaulle en 58, il faut qu'il y ait eu 1940 et il faut qu'il y ait eu la guerre d'Algérie. Il faut qu'il y ait eu l'effondrement de la 3e. Et ça, c'est très bien expliqué notamment par André Tardieu, président du Conseil, qui porte à partir du milieu des années 30 une critique à la fois intellectuelle, juridique, pleinement politique de l'impotence de la 3e et qui appelle à une révision de la Constitution pour précisément restaurer le pouvoir de l'État, notamment dans un petit essai qu'on ne lit plus assez mais qui est absolument marquable en 1934 qui s'appelle L'heure de la décision. Il y a cette espèce de critique très 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 forte de l'impuissance et c'est vérifié par les faits, par l'échec de 40. Et puis ensuite, la 4e, au fond, reproduit un peu ce schéma. La Constitution de 46 est quand même très proche des lois constitutionnelles de 75. Et tout ça va s'effondrer avec le choc de la guerre d'Algérie. Et le général de Gaulle, en 58, va en effet essayer de restaurer le pouvoir de l'État en organisant un régime qui n'est pas un régime présidentiel au sens
poétique du terme, c'est pas du tout un régime qui va opposer la légitimité du président à la légitimité du Parlement. C'est un régime parlementaire, au sens il y a toujours la responsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement devant l'Assemblée nationale, mais c'est au fond un régime de collaboration des pouvoirs. Et je veux insister un tout petit peu sur ces termes. Il y a un très beau discours de Michel Debré, dernier garde des Sceaux de la 4e, présentant devant le Conseil d'État en août 58 le nouveau régime. Il dit c'est un régime de collaboration des pouvoirs. Le régime de collaboration des pouvoirs. C'est pas le régime, c'est pas la République du président tout seul, c'est pas la République du Parlement tout seul. C'est un régime qui va essayer au fond de concilier deux légitimités, celle du président, celle du Parlement, avec au milieu un gouvernement qui doit gouverner. Et la question que j'ai envie de nous poser, monsieur le professeur, c'est est-ce que ce régime-là, est-ce que la cinquième originelle, est-ce que la 5e en 2023 est toujours la 5e? Est-ce que la 5e n'a pas été dénaturée par des révisions multiples, par des pratiques? Et je ne veux pas répondre à la question que je veux poser à l'instant, mais ma thèse quand même, c'est que la 5e n'est plus vraiment chez elle. La 5e n'est plus vraiment la 5e pour deux raisons que je développerai peut-être tout à l'heure. Parce qu'on va y revenir évidemment sur la question d'évolution. Oui, en fait, ce que vous dites tous les deux, c'est que d'une certaine manière, la Constitution de 58, c'est le fruit d'un compromis. De Gaulle n'a pas pu imposer totalement sa version. On sait que Debré a beaucoup pesé pour réévaluer le rôle du gouvernement. Et donc, c'est ce compromis fragile, en réalité, qui va rapidement éclater. Il faut en arriver maintenant, je pense, à un moment décisif dans l'histoire. On va un peu avancer dans le temps, avec l'élection présidentielle du président de la République au suffrage universel direct. Ça, c'est la révision de 1962. Et là, je ferai allusion à un article récent qu'a publié Pierre Avril dans la revue Commentaire, un article particulièrement intéressant et un peu corrosif qu'il a appelé l'illusion présidentielle. Donc, je voudrais que vous me parliez non pas de l'article de Pierre Avril, mais de sa thèse sur laquelle, en fait, l'élection présidentielle a à la fois profondément changé de système, mais plutôt changé en mal, parce que cette élection présidentielle, contrairement à ce qu'on peut croire, a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Alors, Bruno Daugeron en a parlé beaucoup dans sa thèse sur la notion d'élection, mais il sera moins long que sa thèse, qui c'est quand même 1500 pages. Rassurez-vous, oui. Mais pour dire mon accord avec sur ce point-là, en tout cas avec Pierre Avril et son article, et je vais rejoindre le propos de Guillaume Larrivé, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, quand on parle de la 5e République ou de la Constitution de la 5e République, c'est une illusion. Parce qu'en réalité, pour des tas de raisons, que ce soit qu'on appelle ces raisons pratiques, qu'on appelle ces raisons interprétation, qu'on appelle ces raisons lecture, nous n'avons plus du tout nous n'avons plus la même constitution. D'ailleurs, vous-même, Olivier Beau, aviez, en 2001, je crois, consacré un numéro de la revue Pouvoir à la nouvelle 5e République. Donc il y a eu plusieurs 5e Républiques, c'est absolument vrai. Et peut-être que pour aborder la question de l'élection présidentielle, la première chose à dire pour faire le lien avec ça, c'est que contrairement à une illusion rétrospective extrêmement présente, et extrêmement présente en particulier pendant l'élection présidentielle, qui dure des mois et des mois et des mois, des mois de campagne médiatique qui finalement, en tout cas de mon point de vue, finissent par être assez pénibles, la 5e République, ça n'est pas l'élection présidentielle au suffrage universel. D'ailleurs, Pierre Avril, dans son article, explique très bien que cette élection ne faisait pas partie de ce qu'il appelle la vulgate gaulliste en matière constitutionnelle. Dans les trois couches généralement attribuées et qui forment le compromis 1958, il y en a trois, celle du général de Gaulle, celle de Michel Debré, celle du général de Gaulle sur l'autorité, celle de Michel Debré sur le rôle du Parlement, le parlementarisme rationalisé, et celle des ministres d'État qui est négative, qui refuse que le président gouverne, et qui aussi impose, c'est-à-dire Guy Mollet et Pierre Flamin, et qui aussi impose une manière particulière d'envisager la rationalisation du parlementarisme, et en particulier l'article 49 et son fameux alinéa 3. Et dans ces trois éléments, il n'y a pas d'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle est un élément qui va venir accidentellement pour essayer de conforter la légitimité du général de Gaulle et faire en sorte que les hommes de la 4e qui sont partis par la porte ne reviennent pas par la fenêtre. C'est ça qu'il veut essayer d'éviter. Et donc, la 5e République n'était pas basée là-dessus, et ce n'est que rétrospectivement qu'on le pense, et cette élection a évidemment contribué à changer considérablement les choses. C'est-à-dire de l'équilibre originel, qui d'ailleurs avait été rompu, ce que Pierre Avril après le compromis dilatoire. On n'est pas d'accord sur les trois éléments, chacun va pouvoir trouver dans la Constitution ce qu'il veut, et puis on tranchera par la pratique.
effectivement, avant même l'élection présidentielle, le général de Gaulle installe un gouvernement présidentiel. Mais sans toute la vulgate qui va s'en suivre après, sans le discours de légitimité qui va en réalité faire de la Ve République, ou réduire la Ve République, à un seul événement, à une seule élection, à une seule place unique terminale, où finalement toutes les concurrences doivent s'arrêter. Et ça, je pense que ça va faire basculer la Ve dans autre chose. Guillaume Larrivé parlait d'équilibre des pouvoirs avec l'élection présidentielle. On va assez rapidement arriver à un régime d'accaparement des pouvoirs inverse de celui de la 4e, mais qui en moins sera présent et qui va permettre au président, cette fois-ci, de s'accaparer le pouvoir. Merci. Alors, Guillaume Larrivé, dans son ouvrage Le coup d'État Macron, dit que l'élection du président de la République au suffrage universel direct est devenue le cœur du problème. Et il faudrait peut-être expliquer pourquoi, en fait, les effets qu'a cette élection. Vous avez la parole. L'article de Pierre Avril, donc, que les auditeurs pourront lire dans commentaires, parle d'illusion présidentielle. Je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que j'ai envie d'appeler le présidentialisme impotent. Une autre manière de le dire consisterait à soutenir l'idée qu'il y a une espèce de paradoxe. Le président de la République a toutes les apparences d'un pouvoir extrêmement concentré, extrêmement fort, et le paradoxe, c'est que ce fort devient faible. Pourquoi ? Je pense que après l'élection au suffrage universel direct du président de la République, il y a un autre événement qu'il faut absolument évoquer, c'est évidemment l'histoire du quinquennat en 2000. Et ce que j'ai envie d'appeler la constitution de l'an 2000, qui de mon point de vue, change la nature du régime, ou plus exactement accentue les travers qui étaient nés de l'élection du président au suffrage universel direct. Ces travers, c'est quoi ? C'est au fond l'illusion qu'il y a un instant magique, l'instant de l'élection présidentielle, qui va concentrer toute la délibération et toute la décision démocratique. Il y a un instant, c'est l'élection, on élit une personne, et cette personne qui est censée incarner au fond le beau, le vrai, la vertu, qui a un programme présidentiel, qui a des engagements présidentiels, elle va, dans les 5 ans qui suivent, décliner ce projet dans une sorte de confusion des pouvoirs, avec un Parlement complètement subordonné, qui est là pour lever le doigt, pour obéir. Ça, c'est grosso modo la séquence, pardon de le dire de manière un peu rapide, mais c'est la séquence qu'on connaît avec les quinquennats de 2017 à grosso modo 2022, une espèce d'illusion. On concentre au moment de l'élection toute la délibération et toute la décision, et ça ne peut pas marcher. C'est le paradoxe de ce fort qui en fait est faible. Pourquoi il est faible ? Parce qu'il est impotent. La confusion des pouvoirs, elle n'est pas un pouvoir, elle ne permet pas d'agir sur les choses, parce que ça suscite un doute démocratique, ça suscite une contestation, et on l'a vu à chaque cycle quinquennal. Un président est élu, très vite il est plongé dans le bain de l'impopularité, parce que la demande populaire est extrêmement puissante, elle se dirige vers lui, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir ou d'autres pouvoirs, tout se dirige vers lui, et en réalité, puisque la perfection n'existe pas sur Terre, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et la Ve République, c'était pas ça. Le régime de 58, et même le régime de 62, la 5e originelle, ça n'est pas ça. Il y a un président qui préside, mais il y a un gouvernement qui gouverne, et il y a un parlement qui joue son rôle à la fois de représentation et de délibération. Un jour, j'en ai parlé avec monsieur Balladur, qui m'a dit que, comme j'avais pas connu moi-même, naturellement, les cabinets ministériels ou le Parlement au début de la 5e, il m'a dit que j'idéalisais peut-être un petit peu le fonctionnement de la 5e. Et c'est vrai que lorsqu'on lit des textes sur les origines du régime, on voit bien qu'il y a eu aussi des tensions, enfin, tout n'était pas merveilleusement fonctionnel. Bon. Et comme dit Pompidou dans le Nogordien, les institutions sont ce que les hommes les font. Il y a toujours une patte humaine, ok, voilà. Mais profondément, je crois qu'aujourd'hui, c'est très dysfonctionnel. Et la vraie question qu'on doit se poser, comme acteur, observateur, comme homme politique aussi, et comme juriste, c'est au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question, et Pierre Avril le fait un peu, mezzo voce, dans son papier de commentaire, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question de la remise en cause de l'élection du président de la République au suffrage universel direct? En disant cela, je ralentis un peu le ton de ma voix, parce que tout de suite, on va dire quelle horreur! C'est l'élection la plus populaire, les gens se mobilisent, ils y tiennent. Ouais, bien sûr, mais est-ce que c'est pas complètement dysfonctionnel? Une vraie question quand même à se poser.
Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, merci. Je pense qu'il y a un point aussi important qu'on n'a pas vu, mais qui est quand même un effet, en tout cas net, de l'élection présidentielle ou suffrage universel direct, c'est l'effacement du gouvernement. C'est-à-dire le grand changement, c'est que le chef du gouvernement, le Premier ministre, maintenant dépend totalement du président. Et cette fameuse convention de la Constitution, qu'on appelle convention de la Constitution, sur laquelle le président a obtenu un droit qui n'était pas prévu dans la Constitution, qui était de révoquer son Premier ministre. Est-ce que Bruno Dejean pouvait rebondir sur ce point qui est décisif en réalité? C'est un point décisif et qui prolonge ce que vient de dire Guillaume Larrivé, qui me paraît très important. Et je suis heureux, à dire vrai, en tant qu'universitaire, d'entendre quelqu'un qui demeure malgré tout un responsable politique, et qui l'a été, et qui peut-être aspire à le redevenir, avoir ce diagnostic qui est quand même très peu répandu dans la classe politique, qui se contente généralement de quelques lieux communs sur le dialogue direct, le moment du dialogue direct entre un homme et le peuple, au-dessus des partis, le moment le plus important qu'aiment les Français, performatif, comment le sait-on, qui l'a décidé, qui l'a mesuré, selon quels critères. Tout ça, à mon avis, n'est pas sérieux, et ce qu'il vient dire est très important. Il a parlé de présidentialisme un peu de temps. Moi, dans le blog de Ius Politicum, en suivant les différentes élections, j'avais d'abord commencé par parler de présidentialisme programmatique, désormais de présidentialisme minoritaire, mais surtout dans le manuel que vous avez cité tout à l'heure, moi j'évoque l'illusion présidentielle. Parce que je pense que cette élection présidentielle offre un rapport très délétère avec le pouvoir et avec la politique. Parce que justement, elle donne l'illusion qu'un homme et un seul peut faire ce qu'il fait, qu'il a toute l'autorité pour le faire, et que les autres institutions, au fond, n'existent pas, à commencer, comme vous le dites, par le gouvernement, qui n'est plus qu'un exécutant. Alors, si on suit la logique ultime de l'élection présidentielle, consistant à dire, vous avez un programme, nous expliquons votre programme, et tout, il en cuit aux candidats qui pourraient expliquer que justement, ils n'ont pas à avoir de programme sur tout. Vous expliquez votre programme, et une fois que vous êtes élu, eh bien, le rôle des autres institutions, c'est simplement de mettre en œuvre le programme. Le Parlement, le gouvernement. Programme énoncé, soit par écrit, soit dans un meeting, entre deux tours, parce qu'il faut bien faire des concessions. Et donc, si vous voulez, si on pousse la logique au bout de tout cela, c'est la négation institutionnelle complète, c'est la négation des autres institutions. Pourquoi d'autres institutions si tout est fait dans l'élection présidentielle? Et pourquoi d'ailleurs un Premier ministre? D'où la question récurrente, et quand même à mon avis très malvenue, très perverse, sur la suppression du Premier ministre. Et là où je me séparais un tout petit peu de Guillaume Larrivé, c'est qu'il fait dater ça, il remonte ça à partir de 2017 et 2022, à mon avis, hélas, ça avait commencé bien avant. Et la mise en cause la plus radicale de l'existence même d'un Premier ministre, en passant, si vous voulez, par l'affaire des classifications des régimes, qui en réalité, à mon avis, est secondaire, est un des vieux dadas de la doctrine, eh bien, je pense que ça remontait avant, et que aucun homme politique, à ma connaissance, n'a eu le courage d'essayer d'expliquer le problème. Et d'expliquer maintenant que finalement, on avait un problème institutionnel à l'envers. On avait en quelque sorte une 4e République à l'envers. Et que cette 4e République à l'envers, elle n'est pas mieux que l'était la 4e à l'endroit quand elle permettait de faire valoir simplement les vues du Parlement. En réalité, Guillaume Larrivé a fait ce procès dans ses 2 livres. Alors, je lui laisse la parole pour compléter peut-être ce propos sur peut-être, on a déjà parlé d'élection, le problème majeur que le gouvernement aujourd'hui est un impasse, avec quand même un impasse du président. Il y a quand même des exceptions, des cas, il y a eu les cohabitations, on n'a quand même pas parlé de ça. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a eu plusieurs constitutions dans la 5e. Il faut quand même parler de cette évolution un peu, dirais-je, pas chaotique, mais quand même un peu différenciée de la 5e. Guillaume Larrivé? Oui, sans tomber dans l'anecdote, je voudrais dire notamment aux étudiants d'Assas qui nous écoutent que moi, j'ai 46 ans et j'ai été biberonné, notamment à Sciences Po, il y a 30 ans maintenant, dans l'idée que la 5e était au fond l'idéal type des régimes, que c'était formidable, avait une sorte de progressisme politico-juridique, une espèce de nirvana de 58, un attachement. Bon. Puis par ailleurs, comme appartient plutôt à cette famille politique post-gaulliste, tout ça renforcé. Ce qui m'a fait un peu changer d'avis, c'est quand même l'expérience, et je voudrais juste livrer 2 exemples. J'ai été, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, conseiller pour les affaires juridiques institutionnelles du président de la République. Bon. Et de l'intérieur de l'Élysée, des coulisses de l'Élysée, j'ai quand même commencé à voir que tout ça était un peu dysfonctionnel. C'est-à-dire que même un homme politique, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas, avec lequel on est d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet, mais un homme politique extrêmement volontariste, imaginatif, énergique, il peut pas être simultanément le secrétaire d'État à la santé, le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le président de la République, accessoirement, le chef de gouvernement, etc., etc. Enfin, tout ça est littéralement dément au sens étymologique. Enfin, voilà, l'idée d'une capacité illimitée d'un homme est
complètement dysfonctionnel. Deuxième exemple, dans l'expérience, petite expérience politico-juridique qui est désormais la mienne, j'ai été pendant 10 ans député d'opposition, député pas sectaire, mais enfin député d'opposition, et heureux de pouvoir m'exprimer dans l'hémicycle et d'essayer de représenter mes concitoyens. Et j'étais extrêmement frappé de voir des membres du gouvernement, qui, parfois d'une très grande valeur, je pense par exemple à Manuel Valls ou à d'autres, qui au fond disaient à chaque fois, il y a les engagements du président. Voilà, les engagements du président. Alors, foin de ces détails que sont les amendements. Je rappelle quand même que la République avec l'amendement Vallon est quasiment née au plan juridique d'un amendement. Donc, foin des amendements, foin des propositions parlementaires, il y a les engagements avec un grand E du président, avec un grand P, fermer le banc. Tout ça ne peut pas fonctionner non plus, parce qu'il y a des aspirations populaires, il y a des tensions, il y a des sujets économiques, sociaux, il y a de l'événement historique. Enfin, on ne peut pas des changements de circonstances. être dans ce carcan. En disant cela, je ne fais pas un plaidoyer pour je ne sais quelle 6e République. Voilà, une espèce de... Tout à l'heure, je commençais mon propos en disant le régime institutionnel et politique introuvable depuis 189. On se demande tout le temps, bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut faire la 6e République. En tout cas, je crois savoir, sans être péremptoire, ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Et parmi les diverses illusions qui ne parviendraient pas à rompre avec l'illusion présidentielle, si j'ose dire, l'idée de la suppression du Premier ministre me paraîtrait absolument catastrophique. N'allons pas singer, de mon point de vue, un régime présidentiel à l'américaine ou à la mode de 1848. Voilà. Il y a tellement de tensions en France, il faut qu'il y ait des soupapes de sécurité. Si on fait un truc où la légitimité du président d'un côté s'oppose à la légitimité du Parlement de l'autre, je pense que on est plutôt abonné au coup d'État. Enfin, voilà. Après 1848, il y a l'Empire. Voilà. Je pense qu'il faut pas du tout envisager un affrontement des pouvoirs, mais essayer de retrouver cette collaboration des pouvoirs qui était dans le texte originel. Et ça passe peut-être par la suppression de l'élection au suffrage universel direct, peut-être, mais ça passe aussi, tout simplement, et c'est peut-être un peu impotent de le dire, ça passe par une pratique. Voilà. Il n'est pas interdit à un Premier ministre de démissionner s'il est en désaccord avec le président de la République. Ça peut arriver. Pompidou menace le général de Gaulle de démissionner s'il ne gracie pas certains des généraux putschistes. Jacques Chirac, on n'aime pas Jacques Chirac, je suis pas spécialement chiracien, mais Chirac démissionne en 76 parce qu'il considère qu'il n'a pas les moyens, puis il veut voilà. Il y a aussi des ministres qui se prennent pour de vrais ministres. Chevènement à gauche démissionne 3 fois parce qu'il est en désaccord avec un choix politique. Donc profondément, j'ai assez envie de plaider pour une sorte de vertu. Peut-être que vous avez trouvé ça un peu échevelé, mais voilà, une sorte de comportement. Enfin, les institutions, elles ont besoin d'hommes et de femmes engagés qui prennent la politique au sérieux et qui n'oublient pas que pour qu'un peuple soit libre politiquement, il faut des acteurs qui eux-mêmes soient libres politiquement. On n'est jamais obligé de céder à des pratiques que j'ai envie de qualifier d'égocratique. Voilà, une espèce d'égocratie. On confond la 5e avec une égocratie, ce qu'elle n'est pas. Voilà. Il n'y a pas un seul homme qui se prend pour Jeanne d'Arc ou Jules César, qui doit décider de tout, ça ne peut pas fonctionner. Dernier point, je pense que l'opinion publique, en élisant l'Assemblée nationale, assez désagréable, je dis ça parce que j'ai été battu en juin 22, mais en élisant l'Assemblée nationale de juin 22, cette espèce de chambre introuvable, voilà, enfin pas introuvable au sens de celle de la majorité Bleu Horizon, mais justement le contraire, enfin une chambre où la majorité est minoritaire et où les minorités par définition ne sont pas vraiment majoritaires, enfin cette espèce de chambre qui n'arrive pas à être ou qui est une espèce de trop-plein. Bref, c'est quand même une manière peut-être pour l'opinion publique de nous dire votre truc marche plus. Voilà. Le peuple français a à la fois réélu le président Macron et tout de suite l'a empêché d'avoir les leviers institutionnels classiques. Et je pense que voilà, il y a peut-être un message du peuple français qui consiste à nous dire votre truc ne fonctionne pas. Le pouvoir n'exerce pas le pouvoir, on n'est pas content, il y a un doute démocratique, trouvez autre chose. Alors, ça me permet de rebondir sur un point important que vous avez évoqué, c'est la question de la responsabilité. Moi, de mon point de vue, il me semble que la grande faille de la 5e, depuis comme elle a évolué, c'est effectivement qu'on a le pouvoir le plus important qui se situe au niveau de la présidence, et on a un pouvoir qui est irresponsable, puisque l'article 68 de la Constitution déclare le président politiquement irresponsable.
Je rappelle pour les auditeurs que c'est une règle classique dans un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable, le chef de l'État, qu'il soit monarque ou président, est irresponsable. Or, vous le montrez bien d'ailleurs, monsieur Larrivé, dans le premier livre sur le coup d'État Macron dans l'affaire Benalla, quand le président de la République, monsieur Macron, dit qu'il vient de me chercher, non, le problème c'est qu'on ne peut pas venir chercher le président parce qu'il est responsable. Donc peut-être pour inverser les rôles, c'est comme Guillaume Larrivé a parlé de ça longuement dans son livre, je vais lui donner la parole et puis ensuite Bruno Daugeron lui répondra. Je ne suis pas du tout favorable à ce que que le président de la République soit responsable devant le Parlement. Et du reste, lorsque j'étais co-rapporteur de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla, j'avais fait tout un petit exposé pour bien expliquer à mes collègues qu'il n'était pas question pour moi de requérir l'audition du président de la République. Et d'ailleurs, je pense que François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, ont eu tort d'accepter de venir récemment devant une commission d'enquête sur la politique énergétique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. En revanche, je plaide, et j'avais déposé une proposition de loi constitutionnelle voué au rejet il y a quelques années en ce sens, je plaide pour l'idée d'une responsabilité individuelle des membres du gouvernement. Alors, c'est un peu une entorse à l'idée très forte que le gouvernement est un tout, qu'il y a une solidarité gouvernementale, qu'il y a un collectif, mais j'aimerais beaucoup, moi, qu'on réintroduise dans la Constitution, alors ça serait un nouvel alinéa de l'article 49, une sorte de motion d'interpellation qui permettrait à l'Assemblée nationale de cibler au laser, si j'ose dire, la responsabilité d'un ministre pour contester une politique publique conduite par un ministre. Quand j'étais député, j'aurais adoré porter une motion d'interpellation contre le garde des Sceaux de l'époque, Madame Taubira, pour expliquer une autre politique pénale. Enfin bref, je pense qu'il y a moyen peut-être de procéder comme ça à certains ajustements qui renforceraient la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. La responsabilité, c'est accountability, rendez des comptes, expliquez, prouvez que vous êtes soutenu par une majorité. Si je peux me permettre, Bruno Daugeron, il se trouve que j'ai plaidé la même cause dans un billet récent de Ius Politicum où je contestais, j'étais très surpris du fait que personne n'avait relevé le bras d'honneur qu'avait fait le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, devant l'Assemblée, qu'il n'avait aucune conséquence. Et comme il n'avait pas démissionné, il n'a pas démissionné de lui-même, il est évident qu'une motion d'interpellation, dans ce cas très précis, aurait été très judicieuse. La parole à Bruno Daugeron. Alors d'abord, je voulais dire que je ne pensais pas être autant d'accord avec Guillaume Larrivé dans tout ce qu'il dit, parce que je suis frappé et soulagé d'une certaine manière qu'un responsable politique puisse faire le même constat que des universitaires et qu'on puisse raisonner sur ces questions-là. Et pour prolonger ce qu'il dit sur la question de la responsabilité, il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, en plus du respect des engagements présidentiels. C'est le caractère dramatique qui est fait autour des motions de censure. Il n'est pas dramatique, comme il l'a dit, qu'un Premier ministre démissionne, mais il n'est pas non plus dramatique qu'un gouvernement soit renversé. Or, on a retenu de la 4ème République qu'une sorte de caricature, si vous voulez, qu'on nous ressort à chaque fois en nous disant « dès que vous mettez en cause la responsabilité, dès que vous mettez en cause le fonctionnement, est-ce la 4e que vous voulez revenir et la valse des gouvernements ?» Ça n'a strictement rien à voir. La responsabilité gouvernementale est précisément faite pour qu'il existe des soupapes de sécurité. Quand le Parlement considère que le gouvernement n'est plus là, ou ne met plus en pratique, si la politique il est censé soutenir, même s'il ne l'inspire plus directement, il peut le renverser. Ça permet de sortir des crises politiques par le haut, et ça permet d'éviter que tout finisse dans la rue, et éventuellement en violence. Bon, je pense que ça, c'est tout à fait délétère. Il faudrait sortir de cette vision que rendre des comptes, ça passe effectivement par des questions et des interpellations, mais ça peut aussi passer par le renversement du gouvernement sans que ce soit dramatique. Deuxième élément dont on n'en a pas parlé, et qui est absolument central dans les constitutions de la 5e République. Guillaume Larrivé parlait des engagements sacrés du président de la République, mais il y a un autre événement extrêmement pervers qui s'est installé, que les constitutionnalistes surnomment le fait majoritaire, mais qu'à mon avis, Jean-Marie Danquin, dans un article fameux de la RDP qu'on a réédité là dans les écrits constitutionnels à Ius Politicum, et plus parlant encore, qu'il appelle la matrice de comportement. Autrement dit, la majorité est devenue une sorte d'entité électorale qui prescrit les comportements aux membres du Parlement qui ne se sentent plus, qui ne s'envisagent plus
que comme des soutiens partisans de l'exécutif, et en particulier du président de la République. Autrement dit, la plupart des députés ont perdu leur identité de membres du Parlement, leur identité de députés ou de sénateurs, c'est un petit peu moins vrai au Sénat, et ce n'est pas vrai de tous les députés, mais quand même majoritairement, pour ne se penser que comme des soutiens partisans. Alors évidemment, quand on est dans cette perspective-là, si vous voulez, et qu'on s'imagine plus qu'on doit faire un travail de contrôle, à quoi sert le député ? Le député s'envisage surtout, pour le dire franchement, comme un homme politique, qui doit entretenir des relations avec ce qu'ils appellent leur circonscription. Leur circonscription, la fameuse circo de la 5e République, qui à mon avis est une catastrophe, mais c'est une autre question encore, mais qui vient se greffer dessus, et au fond, le gouvernement et cette espèce de matrice de comportement fait tout pour que le parlementaire se désintéresse de leur fonction institutionnelle et qu'ils fassent autre chose. Voilà. Et donc c'est effectivement très mauvais. Et d'ailleurs, je suis assez séduit par... Il faut trouver une solution, mais la solution ne peut pas être de basculer, de renverser complètement la table, de supprimer le Premier ministre, surtout pas. Et effectivement, peut-être que revenir à des motions individuelles, comme ça existait d'ailleurs sous la Troisième République, parce que dans l'article 6 de la loi constitutionnelle de 75, on fait allusion à une responsabilité individuelle, ce que tout le monde oublie, individuelle. Et donc, puisqu'on ne peut pas passer du tout ou rien, et que le tout ou rien est considéré comme un moyen, si vous voulez, une remise en cause complète des institutions, peut-être faut-il passer par des solutions intermédiaires qui permettraient de sortir de ces caricatures qui nous tiennent et qui sont, à mon avis, délétères pour, si on veut employer un grand mot, pour la démocratie. Alors ça tombe bien, parce qu'on a Guillaume Larrivé, qui est un ancien député, mais qui a été député de l'opposition, mais qui a quand même des idées sur le Parlement et sur le rôle du représentant, du député ou du sénateur. Vous avez la parole. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question du rythme des élections. Aujourd'hui, depuis 2002, comme chacun le sait, l'élection présidentielle est suivie quelques semaines après par l'élection législative. À cela, il y a des raisons qui sont pas, contrairement à ce qu'on lit parfois, exclusivement juridiques. C'est aussi un peu le hasard. C'est le moment de la mort de Georges Pompidou, le moment de la dissolution de 97. Enfin bon, le calendrier est ainsi fait aujourd'hui que, en l'absence de dissolution de l'Assemblée ou en l'absence d'événements graves qui feraient que le président de la République ne le serait plus, on a l'élection présidentielle puis l'élection de l'Assemblée nationale, et ça s'est quand même répété à plusieurs reprises, 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022. Donc ça fait longtemps maintenant, ça va bientôt faire un quart de siècle au fond qu'on est dans ce truc que je qualifie de truc, parce que c'est pas un régime politique, c'est pas un système politique, c'est presque une circonstance de fait qui fait que l'élection présidentielle est juste avant l'élection législative. Et ça a un effet pervers absolument gigantesque. Ce que disait le professeur Dejeron à l'instant me rappelait pour le coup Tardieu et la profession parlementaire. Voilà, vous avez des députés dont beaucoup considèrent que leur mission essentielle consiste en réalité à entretenir une sorte de technique électorale de réélection qui est naturellement nécessaire s'ils veulent poursuivre leur fonction. Voilà, ils ont comme principale fonction d'entretenir leur capacité à réélection, et leur principal objectif, c'est de plaire au pouvoir présidentiel dans l'espoir peut-être d'une promotion. Enfin, ouais, tout ça est quand même très, très dysfonctionnel. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut modifier le rythme? Alors, ça passe par plusieurs paramètres possibles. Revenir au septennat pour retrouver une arythmie. Quand François Mitterrand réussit la grande alternance de 1981, il dissout tout de suite parce qu'il a envie d'avoir une majorité, mais 5 ans après, il est toujours président, mais c'est la fin de l'Assemblée nationale de 86, et puis il y a une soupape de sécurité, les Français disent on veut plus continuer avec un gouvernement socialiste, on veut un gouvernement de droite, et ça donne la cohabitation de 86-88. Il y a une arythmie qui introduit un peu de souplesse. Donc, l'hypothèse du septennat peut être envisagée. Il y a une autre hypothèse que j'avais envisagée dans un autre bouquin qui s'appelle Insoumission, sorti il y a 6-7 ans, qui n'était pas forcément très abouti, et je suis même pas sûr aujourd'hui d'être totalement d'accord avec la thèse que j'avais présentée à l'époque, mais j'avais caressé l'idée d'un sexennat, un mandat de 6 ans pour le président, avec l'idée qu'il y aurait une sorte de mi-terme à la française au milieu, c'est-à-dire une élection législative au bout de 3 ans, et donc l'année N, la présidentielle, N+1, N+2, grosso modo, on gouverne, N+3, on a l'élection de l'Assemblée nationale. Bon, je suis pas sûr en réalité que quelque chose d'aussi mécanique puisse fonctionner, parce que voilà, il faut de la souplesse, quoi. Je pense, il faut de la souplesse pour s'adapter à l'événement. Donc peut-être qu'au fond, et je vais m'arrêter là,
c'est peut-être dans les vieux pots qu'on fait des bonnes soupes, peut-être que finalement le septennat c'était pas si mal. Voilà. Ça permettait quand même d'avoir ce rendez-vous intermédiaire. Le septennat c'était pas si mal. Et autre chose qui n'est pas si mal et qui est dans le texte constitutionnel, c'est la dissolution. Bon. Je ne dis pas du tout qu'il faut plaider là tout de suite à l'instant T pour la dissolution, c'est pas mon propos, mais voilà. L'idée, comme la 5e a su le faire, comme la 4e a su le faire, on oublie Edgar Faure, 55, et il fait une dissolution. Voilà, même le 2 décembre, il ose faire ça, un 2 décembre. Dissoudre, c'est pas forcément un gros mot. Dire au peuple français, quel est votre avis? C'est sans doute mieux de faire la dissolution que d'inventer une espèce de magasin de farce et attrape, le grand débat, la Conseil général de la Réfondation, des têtes bidules paraconstitutionnelles ou para-institutionnelles qui nous font entrer dans une espèce de 4e dimension. Non, plutôt que d'inventer des trucs, des machins et des bidules, utilisons les leviers institutionnels. La dissolution, ça existe. Quand le peuple est très mécontent, ça pourrait se faire. Je m'arrête là-dessus. J'ai dit à Édouard Philippe un jour, après qu'il avait quitté Matignon, t'aurais dû plaider pour une dissolution au moment de la crise des Gilets jaunes. Bon, il était très surpris qu'un ancien député dise ça, parce que en général, les députés sont pas trop pour la dissolution. Ils craignent naturellement de pas être reconduits. Mais au fond, quand un grand trouble saisit la nation, le retour au peuple, ça n'est pas un gros mot. Voilà. C'est quand même la base de la démocratie. Voilà, on appelle le peuple. Un autre sujet qu'on devra sans doute évoquer, je pense, c'est évidemment l'histoire du référendum. Oui, Ça sera après, j'imagine. Ouais. Non, on n'a plus beaucoup de temps. Juste, je voulais dire, effectivement, vous pointez le doigt sur effectivement un phénomène très marquant qui est, c'est pas la désuétude, mais quand même la quasi-disparition du référendum et de la dissolution, deux moyens de faire appel au peuple. Et ça me permet de poser une dernière question sur l'évolution qu'on n'a pas encore vue, mais qui est quand même un point très important. Beaucoup de gens seraient surpris si on n'en traitait pas. C'est le rôle du juge et des juges, et notamment du Conseil constitutionnel. Et donc, comme c'est un des thèmes, disons, centraux de votre dernier livre, Monsieur Larrivier, sur la révolution inachevée, vous avez une thèse très forte, très radicale, qui est le fait que, selon vous, les juges ont remplacé le peuple. Et je résume beaucoup le choix. Mais donc, développer cette thèse, et puis Bruno Daugeron y répondra. Ah, je ne dis pas du tout que les juges ont remplacé le peuple. Pardon, parce que non, mais je ne peux vraiment pas céder à ça. Je pense que il y a eu un événement majeur, on a évoqué tout à l'heure le quinquennat 2009, il y a une sorte de révolution juridique, les étudiants le savent, 1971, date ça 71, on peut nuancer, mais au fond, la figure du prince machiavélien titulaire du pouvoir politique de l'État-nation, cette figure-là, elle est concurrencée, je ne dis pas qu'elle est remplacée, mais elle est concurrencée par la figure du juge suprême, qui est lui attributaire de l'autorité juridictionnelle de l'état de droit. Voilà, on pourrait développer. Je dis pas du tout qu'il faut détruire les cours suprêmes. Le Conseil d'État que je suis, on ne peut pas dire une horreur pareille. Je le pense pas du tout. S'il y a des juges, c'est pour d'excellentes raisons de protection des libertés. J'oublie jamais que l'état de droit, entre guillemets, tel qu'il est aujourd'hui conçu, pas seulement comme un système formel, mais au fond comme une sorte de bien commun matériel de protection des droits de l'homme, il est né aussi en réaction au totalitarisme. J'oublie pas ça. Je dis pas du tout qu'il faut un léviathan sans aucune limite et que le pouvoir politique doit tout dire tout le temps. Non, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à réconcilier, au fond, l'aspiration démocratique à décider d'une part, et d'autre part, au fond, le respect des droits fondamentaux. La doctrine universitaire parle beaucoup du dialogue des juges. Ok, très bien. Il y a une émulation des cours suprêmes, les juges suprêmes dialoguent entre eux. Moi, je plaide aussi pour qu'il y ait un dialogue entre l'autorité politique et la figure du juge. Je plaide pour qu'il y ait un dialogue entre le constituant et cette autorité constituée qui est le Conseil constitutionnel. Voilà, je pense qu'on a besoin d'introduire plus de dialogue et parfois des lits justice. Il y a un magnifique article de Vedel que vous avez à l'esprit en 92 qui dit au fond si les juges ne gouvernent pas, c'est parce que le constituant peut apparaître en majesté dans la lit de justice pour dire le droit. Édouard Balladur a su le faire, c'est le seul d'ailleurs. Très grand Premier ministre, pour moi c'est un des plus grands Premiers ministres de la 5e, en 93, comme vous le savez, il engage une révision de la Constitution pour contredire une décision du Conseil constitutionnel en août 93 sous la présidence de Robert Badinter. Et ça n'est pas un coup d'État, au contraire, c'est l'expression d'une liberté politique, celle du constituant, qui doit dialoguer avec le juge constitutionnel. Je dis ça pour les juges nationaux, je pourrais le dire en d'autres termes aussi, et surtout peut-être pour les juges européens que sont la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Ne craignons pas un dialogue raisonnable, raisonné, modéré,
nuancé, mais un vrai dialogue, parfois un peu rugueux, entre l'autorité politique et la figure du juge. Donc je ne dis pas du tout que les juges ont pris le pouvoir, mais je dis qu'un dialogue est nécessaire pour essayer de réconcilier l'état de droit et l'état-nation. Merci, mais désolé d'avoir un peu simplifié votre pensée, qui est effectivement bien plus raffiné que ce que j'ai pu laisser croire aux auditeurs. Donc Bruno Daugeron va répondre tout de suite. Écoutez, Prolonger un peu l'élection. oui, je vais plutôt prolonger que répondre ou redire, parce que je suis à nouveau assez d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Larrivé. D'abord, il est difficile, si vous voulez, de donner la bonne solution qui nous permettrait, constitutionnelle, de sortir de nos difficultés. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que dans la Constitution de la République, dans la Constitution de la 5e, tout y est. Dans la Constitution de 58, on peut tout faire. Et si on doit entendre l'expression collaboration des organes, collaboration des pouvoirs, que les constitutionnalistes ont trop tendance à assimiler simplement à un problème de classification des régimes politiques, qui à mon avis est une question très secondaire, s'il y a bien une question qui est possible, c'est qu'il existe des possibilités pour les organes de se faire contrepoids. Le gouvernement peut saisir le président de la République pour lui demander un référendum, le président de la République lui-même peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a des possibilités qui existent, qui permettent justement d'assurer non seulement une souplesse, mais un système de décompression. Tout y était. Pourquoi conventionnellement, soi-disant par convention de la Constitution, on a oublié tout ça alors que tout existe? Pourquoi aller fabriquer des bidules, si vous voulez, ou des choses complètement saugrenues, alors que des instruments constitutionnels efficaces, légaux, légitimes existent dans la Constitution? C'est très étrange. Quant à l'affaire du pouvoir du juge, ça c'est une question qui est extrêmement délicate. Parce qu'à mon avis, du juge européen, du juge européen, disons, des juges, de ce qu'on appelle parfois faussement le gouvernement des juges. C'est une question très complexe parce qu'elle est directement en lien, à mon avis, avec la question de la responsabilité qu'on vient d'évoquer. Un des effets pervers de l'absence de responsabilité parlementaire et de l'absence de responsabilité politique tout court, en plus des questions de pénalisation de la vie politique que vous soulignez justement, Olivier Beau, c'est que face à ce pouvoir majoritaire, à partir du moment où les institutions ne se prennent plus pour ce qu'elles sont, ne se considèrent plus pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des contre-pouvoirs de contrôle, qui reste-t-il en face? Parce qu'on a fini par appeler un pouvoir juridictionnel. Et vous avez finalement, non pas une majorité et une opposition, mais un pouvoir majoritaire contre un pouvoir juridictionnel, puisque de toute façon l'opposition est considérée comme ayant tort. Je rappelle quand même, et Guillaume Larrivé s'en souviendra peut-être, il était député à ce moment-là, au moment de la discussion, ça m'avait beaucoup frappé sur le mariage pour tous, mais ça aurait pu être autre chose, avait été adopté de la part des députés de l'opposition à l'époque, un sous-amendement, un seul sous-amendement, si vous voulez. Bon, parce que même l'adoption d'un amendement par quelqu'un de l'opposition, alors qu'on est d'abord législateur, c'est considéré quasiment comme une dérive idéologique. Donc, si vous voulez, ça ne va pas. Donc, évidemment, face à cela, que reste-t-il? Il reste le pouvoir, le pouvoir, ce qu'on peut appeler le pouvoir juridictionnel, et en particulier le contrôle de constitutionnalité des lois. Et là, on peut mettre en cause, on a mis en cause parfois les hommes politiques tout à l'heure, mais il est possible aussi de faire notre propre autocritique, Olivier Beau, et de mettre en cause la doctrine. Parce que état de droit peut être entendu de plusieurs manières. Si on entend par état de droit le fait que l'État respecte le droit qu'il édicte pour la garantie d'un somme de liberté, tout le monde est d'accord. Mais l'état de droit n'est plus ça seulement, c'est devenu une sorte de fétiche idéologique, comme le dit très bien Olivier Jean-Jean. Une fétiche idéologique comme un argument qu'on avance et contre lequel il ne doit plus y avoir d'opposition. Et on a, à partir de ce fétiche idéologique, fabriquer la figure gracieuse, géniale du juge auquel il faudrait absolument recourir parce que lui ne serait pas touché par les impures passions électorales et qu'il aurait une sorte d'objectivité absolument neutre, alors que tout le monde sait que c'est faux, indépendamment même des questions d'honnêteté ou de malhonnêteté. C'est pas possible, ils sont là pour trancher. Jusqu'où doivent-ils trancher? Je pense qu'il faudrait revenir, et pour revenir, il faut non seulement une vertu politique, mais il faudrait quasiment aussi une vertu doctrinale, pour essayer de prendre du recul sur cette évolution juridictionnelle et sur ce qu'on a pu appeler la juridictionnalisation du droit constitutionnel, qui, à mon avis, n'est pas la meilleure des choses qui lui soit arrivée. Merci beaucoup. Alors, il nous reste plus tellement de temps, mais il nous reste quand même suffisamment de temps pour aborder une question cruciale, qui est la question de la réforme, la révision de la Constitution, ou du changement de Constitution. Il y a eu le discours du président de la République donc devant le Conseil constitutionnel, où il a proposé quelques pistes. Et quelles sont, sans être exhaustif ici, les principales attentes auxquelles il nous faut répondre aujourd'hui? D'abord, permettre aux citoyens d'être sans doute davantage sollicités et mieux associés. À cet égard, la question de l'extension du champ référendaire est aujourd'hui posée par de nombreuses formations politiques. En son temps, François Mitterrand avait souhaité l'élargir à tous les sujets de société, en particulier l'école, où se joue en effet tout. Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy l'ont étendu à un certain nombre de réformes économiques, sociales, environnementales.
il existe encore des domaines importants pour la vie de la nation qui échappent au champ de l'article 11 de notre Constitution. Je voulais avoir votre point de vue sur est-ce qu'il faut, selon vous, alors la grande question c'est est-ce qu'il faut garder la 5e, ne pas la changer, donc refus de la 6e, et faut-il, sinon, si on veut la garder, la modifier, et la modifier dans quel sens? Alors peut-être Guillaume Larrivé? Très, très rapidement, je serais plutôt d'avis que nous nous efforcions, par notre comportement, de retrouver l'esprit des sources de la 5e, donc pour le dire de manière plus simple, pas trop modifié. J'ai vu qu'il y a un groupe d'universitaires qui a proposé 133, je crois, ou 134 modifications de la Constitution. Enfin, tout ça est une blague. Voilà. Non, je suis plutôt favorable à ce qu'on essaie déjà d'appliquer le texte en ayant des comportements plus vertueux. Si une fenêtre de révision constitutionnelle s'ouvrait, il y a quand même plusieurs questions. Il y a la question des rythmes que j'évoquais tout à l'heure, septennat, la motion d'interpellation pour la responsabilité des ministres. Et puis il y a aussi quelques questions, et je vais m'arrêter là, de droit constitutionnel matériel. Je suis le rédacteur, comme responsable politique d'un parti d'opposition qui existe encore, qui s'appelle les Républicains, d'un texte qui, sur la question du droit de l'entrée et du séjour des étrangers en France, propose quelques évolutions. Alors, c'était pas le sujet de notre conférence à l'instant, on a parlé du droit constitutionnel institutionnel, mais le droit constitutionnel matériel, compte tenu de ce qu'est devenu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on a un certain nombre de sujets. Pardon. Il faut expliquer aux auditeurs que c'est matériel parce que les droits et libertés ont été constitutionnalisés. Voilà, voilà. Mais pardon, parce que je n'ai plus vraiment le temps de l'exposer, mais ce que je veux dire, presque en annonce de plan, c'est qu'au-delà des questions institutionnelles qu'on vient d'évoquer de manière tout à fait stimulante, le droit constitutionnel, c'est aussi, bien sûr, la garantie des droits de l'homme, la garantie des droits du citoyen, mais c'est aussi, à certains égards, l'équilibre entre le droit de l'État, le droit de la nation, versus les droits individuels. Et peut-être qu'il y a un curseur que le constituant devrait déplacer un peu pour corriger, je n'ai pas peur de le dire, certaines évolutions de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc, si j'avais, au fond, rêvons un peu, si j'étais garde des Sceaux et que j'avais la possibilité de proposer au chef de l'État un projet de loi constitutionnelle, peut-être qu'il y aurait des dimensions institutionnelles, le septennat, la motion d'interpellation pour accentuer la responsabilité ministérielle. La Cour de justice de la République. Ah, mon Dieu. Surtout, ne confions pas à l'autorité judiciaire de droit commun la question de la responsabilité pénale du membre du gouvernement. C'est un autre sujet, mais qu'on pourrait développer. Mais je suis pas tout à fait partisan de s'engager dans une telle aventure. Sur la CJR, on aurait bien des choses à dire, monsieur le professeur, s'agissant de la loi organique. Et c'est un ancien membre de la CJR qui vous le dit, parce que j'ai siégé pas dans la formation de jugement, mais enfin j'ai été juge titulaire à la CJR pendant 2 ans, j'avais un peu regardé les textes, je pense qu'on aurait quelques modifications organiques à faire, enfin, tout ça nous conduit un peu loin. Non, le vrai sujet pour moi, c'est quand même plutôt un sujet de droit matériel, sur notamment cette question de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Pardon, c'est pas hyper clair ce que je viens de dire, parce que ça mériterait quasiment une conférence en soi. C'est très compliqué, voilà. C'est normal qu'on puisse pas en quelques minutes expliquer des choses compliquées. Je comprends et je pense, j'ai très bien compris ce que vous voulez dire, Guillaume Larrivé, parce qu'il y a une idée qu'on oublie assez rapidement, hélas, et peut-être que nous avons contribué à diffuser, c'est que le droit constitutionnel, c'est un droit technique. C'est pas simplement le droit des grands principes et le droit des institutions. Ça passe par des tas de développements, des tas d'interprétations, d'analyses, de mécanismes législatifs, mais aussi réglementaires, constitutionnels, du règlement des assemblées nationales, et c'est une mécanique très complexe, à laquelle d'ailleurs s'ajoute en plus la question de l'interprétation juridictionnelle. Donc, il est sans doute probable qu'il y ait des ajustements à faire de ce point de vue-là, et qu'on comprenne que le droit constitutionnel, ce n'est pas seulement des institutions, que c'est d'autres mécaniques qui peuvent avoir des effets très concrets, et que l'équilibre, effectivement, entre ce qu'on pourrait appeler le droit de l'État et puis l'État de droit doit être retrouvé, à mon avis, c'est ce que j'explique dans mon manuel, à mon avis, c'est l'enjeu majeur pour le droit constitutionnel ces prochaines années. C'est ça. Et pas seulement en France. On le voit très bien. Bon. Donc, je pense que ça, c'est une question majeure. Deuxièmement, sur la modification de la Constitution. Il y a aussi un effet pervers de ce qu'on peut appeler l'état de droit entendu comme unité idéologique. C'est de considérer que tout doit toujours
passer par une modification de la Constitution. Que n'importe quelle idée à la mode, n'importe quel fantasme doit se traduire soit par une proposition de loi ou un projet de loi, pire encore, soit par une modification de la Constitution, en pensant que la Constitution va être la garantie effective des droits que l'on voudrait inscrire dedans, alors que c'est une illusion. D'abord, la Constitution, c'est un texte. Bon, c'est un texte, et quand bien même il proclame des droits, il faut encore les garantir, les équilibrer avec les autres. Et l'idée, si vous voulez, que le droit a peut-être une puissance en lui-même, si vous voulez, nous cache la vérité que le droit, il est d'abord mis en œuvre, il est d'abord mis en pratique par des hommes, c'est un équilibre, c'est des questions de volonté, d'opposition, et donc ce n'est pas une garantie. Et donc, si vous voulez modifier la Constitution avec 130 positions, 150 ou 320, à mon avis, ça ne change rien. On a déjà beaucoup trop modifié la Constitution. On a déjà beaucoup trop sorti de toutes les garanties qui étaient présentées, même dans l'équilibre précaire qui était celui de 58, dans toutes les garanties présentées à 58. On devrait se servir des instruments qui sont dans la Constitution et arrêter de la tripatouiller, si j'ose dire, et de considérer qu'on peut la modifier symboliquement, chacun ayant sa réforme constitutionnelle à son actif comme une légion d'honneur. Ça n'est pas jouable. Et il me semble que sur l'affaire du septennat, c'est certain, je pense qu'il faudrait casser le cercle vicieux du présidentialisme programmatique et désormais minoritaire, et sans doute quelques adaptations techniques, mais sans considérer qu'une modification formelle de la Constitution sera absolument la garantie d'un nirvana institutionnel qu'on aura beaucoup de mal à atteindre. Merci beaucoup. Alors, pour vous remercier plus concrètement, les éditions Panthéon-Assas vont vous offrir à chacun un livre que ces éditions ont publié, qui s'appelle « Les démocraties face au Covid ». C'est un recueil des billets du blog de Ius Politicum sur cette question très importante des démocraties face au Covid. Donc, je vous les offre pour vous remercier à nouveau très chaleureusement de votre brillante intervention. Et je recommande aussi aux lecteurs et aux auditeurs, plus exactement, de lire vos ouvrages respectifs. Merci. Merci beaucoup. Assas Podcast.